tous, bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre journal du sport, un programme chargé avec beaucoup de foot. On joue la Ligue des Champions. Restez avec nous, on est parti. Et je vous propose d'ouvrir cette émission par une décision choc dans l'affaire Brandao. L'attaquant brésilien a été condamné à 1 mois de prison ferme, plus 20 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour son coup de tête sur Thiago Motta. Le procureur avait requis 8 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende. Le joueur de 34 ans pourrait bénéficier d'un aménagement de peine et ne pas séjourner en prison. Son avocat, maître Olivier Martin, a annoncé qu'il ne ferait vraisemblablement pas appel à cette décision. Il est également important de rappeler que Brandao a été sanctionné sportivement en septembre dernier d'une suspension de 6 mois par la Ligue de football professionnel. Et puis football toujours, mais bien plus réjouissant. Cette fois-ci, la Ligue des Champions. Dans l'ombre du Paris Saint-Germain se cache un autre représentant français en série. Il s'agit bien sûr de l'AS Monaco, très conquérant l'année dernière avec une politique de transfert agressive. Les Monégasques ont passé la main cette année, ont vécu un début de saison très chaotique. Qui d'entre vous aurait parié sur Monaco et qui pourrait arriver en 8e de finale de la Ligue des Champions? Eh bien, ni vous, ni moi. Et pourtant, eh bien, les joueurs du Rocher se sont mis dans les meilleures dispositions. Une victoire 1-0 sur le Bayer Leverkusen, un succès en terre allemande grâce à la réalisation d'Ocampos. Monaco aborde la dernière journée en seconde position de sa poule et a son destin entre ses mains. La dernière rencontre se jouera à domicile face au Zénith Saint-Pétersbourg. Une victoire ou un nul permettrait au club de la Principauté de rejoindre les 8e de finale, ce qu'ils n'ont pas accompli depuis 2005. On écoute tout de suite les analyses tactiques de l'entraîneur de Monaco. Nous connaissions les forces offensives du Bayer Leverkusen et nous savions qu'il était important de resserrer le milieu de terrain et de ne laisser aucun espace. Et nous avons réussi grâce à nos 3 défenseurs et nos 2 latéraux. Nous avons très bien su contenir leurs attaquants et cette stratégie a été payante. Allez, on va regarder tout de suite les résultats du groupe C. Le Benfica est définitivement éliminé de la Ligue des Champions après avoir perdu en Russie 1-0 contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Monaco s'offre une finale à Louis II contre les Russes en battant le Bayer Leverkusen. Les Allemands, quoi qu'il arrive, sont qualifiés pour les 8e de finale. Rendez-vous donc dans 2 semaines pour la suite des aventures. Et on va passer tout de suite au groupe D où Arsenal a reçu le Borussia Dortmund. Les Gunners ont fait parler la poudre hier soir, une victoire convaincante, 2-0 avec une réalisation de Yann Ogo et une autre d'Alexis Sanchez. Avec ce succès, Arsenal s'offre une place en 8e de finale et peut encore espérer prendre la première place du groupe. C'est la 15e saison d'affilée que les hommes d'Arsène Wenger accèdent aux 8e de finale de la Ligue des Champions. Une performance prodigieuse dont le coach alsacien est très fier. Écoutez-le. Quand vous travaillez dans le football, vous réalisez que c'est très difficile d'avoir de la continuité dans les résultats. Et je suis très fier de cela. Je pense que le club a beaucoup de mérite. Mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons plus. Alors, au classement, donc, Arsenal et Dortmund sont qualifiés avant la dernière journée. Il faudra se départager la première place du groupe pour éviter les gros poissons en 8e. Grâce à sa victoire 2-0 sur Galatasaray, les Belges d'Anderlecht sont assurés d'être reversés en Ligue Europa. Et à noter qu'après sa triste élimination, le club turc de Galatasaray aurait décidé, selon nos confrères de la presse turque, de se séparer de l'entraîneur Cesare Prandelli, arrivé il y a seulement 6 mois. L'ancien sélectionneur italien va devoir se trouver un autre club. Allez, on va passer au groupe B où le Real Madrid réussit sans faute. La Casablanca s'est imposé 1-0 face au FC Bâle. Le buteur, c'est l'inévitable Cristiano Ronaldo. Le Portugais inscrit le 71e but de sa carrière en Ligue des Champions. Il rejoint ainsi l'Espagnol Raúl et reste à 3 longueurs de Léo Messi. Autre record égalé, le Real vient d'enchaîner une 15e victoire consécutive de suite, toutes compétitions confondues. Carlo Ancelotti rejoint ainsi José Mourinho qui avait réalisé le même exploit il y a quelques années. On écoute justement Gareth Bale à ce sujet. Oui, c'est un beau record, mais je pense que le plus important pour nous, c'est de se concentrer sur les matchs qui viennent et de ne pas se laisser distraire et essayer de faire de notre mieux. Alors, dans le groupe B, donc 5 sur 5 pour le Real Madrid, 12 buts marqués, seulement 2 encaissés. Les Merengues se qualifient très facilement pour les 8e. Derrière, rien déjoué, d'autant plus que Liverpool a déçu face à Ludogorets en concédant le match nul 2-2. Les Reds sont pour le moment 3e et devront absolument battre le FC Bâle lors de la dernière journée pour accéder au prochain tour.
Allez, on va terminer avec le groupe A. Après un départ mitigé, l'Atlético Madrid s'éclate à nouveau en Europe. Ils ont complètement atomisé l'Olympiakos, une victoire nette et sans bavure, 4-0 qui qualifie les Colchoneros et leur garantit presque une première place du groupe. À noter également le triplé de Mario Mandzukic. On va écouter tout de suite le petit Français de l'équipe d'Antoine Griezmann. Il est très heureux, même s'il s'est vu refuser un but. Un match très bien joué, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de pression. Et ensuite, le but annulé, un peu de peine, mais voilà, continuer à travailler. Alors, dans le groupe A, donc, l'Atlético est seul en tête avec 12 points, une différence de but de plus 11. C'est la Juventus qui tient la corde grâce à sa victoire de 2-0 sur le terrain de Malmö. L'Olympiakos peut encore se qualifier, mais il faudra compter sur une défaite des Turinois lors de la dernière journée. Alors, si vous n'avez pas suivi l'actualité sportive de cette semaine, il y en a une qui n'a rien raté. Il s'agit de Lise Baramboum. Je vous laisse en sa compagnie, puis on se retrouve après. On démarre notre revue de presse avec un petit clin d'œil du 20 minutes suite à la victoire de l'équipe suisse en finale de la Coupe Davis. Le Figaro nous apprend que le quotidien a ironiquement titré « Merci pour ce moment », une référence au best-seller de Valérie Trierweiler qui dévoile les coulisses de la présidence française. Une petite blague qui s'inscrit dans la lignée des commentaires de Stanislas Wawrinka. Le Vaudois n'a pas hésité à manier l'ironie pour évoquer ses cousins français. Écoutez le numéro 4 mondial en conférence de presse. Ils avaient mis les bouteilles dans le vestiaire des Français, mais ils les ont vite changées dans le vestiaire des Suisses. Donc... Une dose d'humour que les tricolores ont dû modérément apprécier. Et puis on continue avec un article de l'Express qui revient après le Classico sur le Twitico qui a eu lieu entre l'OM et les Girondins de Bordeaux. Les Phocéens ont beau avoir battu les Bordelais 3-1, sur les réseaux sociaux, les bourdes s'enchaînent des deux côtés. Pour preuve, un petit florilège de tweets. À l'OM, humour raté avec une photo de la fameuse glacière du coach Bielsa censé répondre à des questions en conférence de presse. Un bide qui a fait dire à un supporter de Marseille que le community manager de l'OM est le meilleur communicant du PSG. Et puis côté Bordeaux, le club a souhaité son anniversaire au joueur Henri Sévet un jour trop tôt. Une erreur immédiatement remarquée par le joueur sur Twitter et corrigée sur le compte officiel de l'équipe. Bref, au jeu de la bataille 2.0, la Ligue 1 a encore des progrès à faire. Et puis on termine avec un article de Paris Match. Nous vous parlions du cas de l'Irano-Britannique Gonche Ghavami, condamné à 1 an de prison pour soi-disant propagande contre le régime iranien. Une sanction qui lui a été infligée car elle a assisté à un match de volley-ball masculin. La jeune femme de 26 ans a été remise en liberté provisoire, peut-être en raison des problèmes de santé liés à la grève de la faim qu'elle avait entreprise, comme nous l'explique son frère. Elle souffre physiquement à cause de ces grèves de la faim, mais il n'y a pas de tristesse dans sa voix, ni de regret. Et je crois que c'est parce qu'elle est tellement forte, elle croit avoir défendu ses droits pendant ces 5 derniers mois. Aujourd'hui, la situation est floue. La famille de la jeune femme ignore malheureusement si elle devra retourner en prison. Jérusalem est une ville sportive, on en a déjà parlé, course automobile, marathon, eh bien c'est le vélo qui a été mis à l'honneur cette semaine en pleine tension politique actuellement. La ville 3 fois sainte s'est mise au diapason des coups de pédale et vous allez voir, même sous une pluie battante, rien n'a arrêté les sportifs. Le vélo est loin d'être le sport le plus populaire en Israël, aux grandes dames des amateurs de la petite reine. Certains sont à l'origine d'une nouvelle initiative. Peter Sagan et la Cycling Academy ont décidé de fonder une nouvelle équipe cycliste professionnelle. Dans les rues de la capitale israélienne a eu lieu la course du Critérium de Jérusalem. Des conditions climatiques difficiles, mais un fantastique départ sous un arc-en-ciel pour lancer cette entreprise sous les meilleurs auspices. Les cyclistes ont rencontré le maire de Jérusalem, Nir Barkat, qui n'a pas hésité à monter sur son propre vélo pour faire un tour de la ville accompagné des médias. Une balade enrichissante pour les cyclistes qui ont même eu le droit à une leçon d'histoire sous la pluie. La Cycling Academy compte 12 sportifs en provenance de 4 pays différents, 5 Israéliens, 4 Polonais, 2 Slovaques et même un cycliste qui vient de République tchèque. La venue à Jérusalem a été l'occasion de présenter tout ce beau monde au public. Sous une pluie torrentielle, les cyclistes ne se sont pas démontés et ont traversé les flaques d'eau à pleine vitesse. Peter Sagan, qui a participé au Tour de France, la plus prestigieuse compétition de cyclisme, est un exemple pour beaucoup de personnes. Sagan a même remporté à 3 reprises le maillot vert.
Le sportif slovaque, fraîchement arrivé en Israël pour cette exhibition, ne vient pas d'un pays où le cyclisme est un sport majeur. Son expérience est donc importante pour l'équipe. Je suis très heureux d'être ici et de participer à cet événement organisé par Cycling Academy. L'objectif majeur de cette formation est d'un jour être capable d'envoyer un sportif participer au Tour de France. Et l'entraîneur sait à quel point cela est difficile. Plus que tout, il faut y parvenir pour faire rêver et montrer que c'est possible alors que personne n'y croit. Le nouveau maillot de l'équipe a même été présenté au maire complètement sous le charme. Voir Peter Sagan se balader dans les rues de la vieille ville, voir la beauté de Jérusalem, pour moi c'est une chose qui me plaît vraiment. Nir Barkat nous a également inauguré la plaque en l'honneur de Peter Sagan pour ses efforts pour développer le sport en Israël. Le maire était évidemment très heureux que cela se passe dans sa ville. Je recommande à tout le monde de venir, de faire du vélo et de profiter de Jérusalem, comme l'équipe qui nous a rendu visite. Il n'y a aucun doute pour moi, c'est un superbe message pour la paix. Malgré les mauvaises conditions météorologiques, les sportifs ont fait honneur aux fans présents pour les encourager. Le cyclisme, un sport qui va bien à Israël. Les nouveaux mousquetaires du tennis français n'ont pas réussi à égaler leurs aînés lors de la Coupe Davis. Cette année, les hommes d'Arnaud Clément ont fléchi face à l'équipe suisse de Roger Federer. Et avec cet échec, c'est tout l'espoir d'une génération qui disparaît. Mais l'histoire du tennis a prouvé que les joueurs peuvent surmonter cette déception. Si certains n'ont pas survécu, d'autres en ont profité pour rebondir. Et oui, on connaît tous le vieil adage qui ne tue pas rend plus fort. Le point tout de suite avec Lise Barenbaum. Une fois de plus, l'équipe de France de tennis n'a pas convaincu. Après leur 5e défaite en finale de Coupe Davis, les Bleus vont-ils pouvoir se ressaisir? Aujourd'hui, le capitaine des tricolores accuse le coup. Tout le monde y croyait très fort, mais voilà, après aussi la qualité des grands champions, c'est savoir réagir, rebondir, réfléchir à comment y arriver. Et voilà, je suis persuadé que mon groupe a cette force. 4 ans après une défaite à Belgrade contre la Serbie, les Français ont laissé filer leur 10e saladier d'argent face à la Suisse de Roger Federer et Stanislas Wawrinka. Mais les statistiques indiquent qu'une défaite en finale de la Coupe Davis n'a pas toujours d'effet négatif sur la carrière individuelle d'un joueur. Sur les 9 joueurs de simple français finalistes depuis 1981, 5 ont augmenté leur pourcentage de victoire la saison suivante, parmi lesquels Pioline, Simon, Lecomte, Monfils et surtout Sébastien Grosjean. En 1999, il n'a que 21 ans lorsqu'il s'incline contre Marc Philippoussis en Coupe Davis. Une défaite qui ne le freine pas puisqu'il augmente son pourcentage de victoire de 6,61% en 2000 par rapport à 1999 avec la victoire d'un premier titre ATP à Nottingham. Après la défaite de 2010, les fortunes des Français ont été diverses la saison suivante. Gilles Simon a connu une progression fulgurante avec 29 places gagnées au classement ATP, alors que Michael Laudrat a sombré en reculant de 24 places. Côté Simon, malgré une humiliante défaite en 3-7 en Coupe Davis contre Djokovic en 2010, il se ressaisit l'année suivante en gagnant 2 titres à Sydney et Hambourg. Exemple inverse pour Laudrat, la défaite a rendu la suite plus difficile. Il s'incline en 3-7 contre Viktor Troicki. Malgré un 8e de finale à Wimbledon l'année suivante, il termine 2011 au 47e rang mondial. Cette année, les Français restent beaux joueurs malgré la défaite et préfèrent remercier leur public. Le public était à 1000%, donc c'est sûr que quand il y a une entrée comme ça, c'est ce qu'on disait avec Arnaud, on était tous les deux en haut de l'escalier, on se disait c'est incroyable, quoi. On voit vraiment tout le public, donc c'est quelque chose qui est exceptionnel, il n'y a rien d'autre à dire. Vivre des moments comme ça, c'est génial, mais je ne suis pas content du résultat. Après une finale intense où l'esprit d'équipe a primé sur tout, les joueurs français ont maintenant 2 mois pour se tourner vers leur saison en individuel. En ligne de mire, l'Open d'Australie en janvier. Mais cette génération de mousquetaires a de la ressource et ne désespère pas de ramener un jour la Coupe Davis à la maison. Et pourquoi pas dès l'année prochaine.
Et puis drame dans le monde du cricket. À 25 ans, Philippe Hughes, un joueur australien, est mort après avoir été blessé lors d'une rencontre. Il disputait un match du championnat des provinces australiennes quand il a été atteint à la tête en plein fouet par une balle lancée par un joueur de Nouvelle-Galles du Sud. Hughes n'a jamais repris conscience après ce choc. Cet accident rarissime a provoqué une onde de choc dans le monde du cricket et a relancé le débat sur la sécurité dans cette discipline. Lancée à 150 km/h, la balle de cricket est malheureusement un véritable missile et une menace permanente pour les athlètes. On va écouter tout de suite le responsable de la Fédération australienne de cricket. C'était un héros pour les enfants, surtout ceux autour de sa région d'origine de New South Wales, à côté de Maxville. Il les a rendus fiers tout au long de ces 26 matchs qu'il a disputés. Malheureusement, il n'en jouera plus aucun. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve demain même heure, même chaîne pour encore plus de sport. En attendant, vos commentaires m'intéressent. Notre site internet est disponible pour vous 24 h sur 24. Restez avec nous car l'info, c'est maintenant et c'est sur i24 News.